Un quinquennat transitoire, c'est le nom du projet de société de Vivien Romain Manango, l'un des 7 candidats en lice pour la présidentielle de mars 2026. Et pour l'épingler, nous sommes avec le docteur Blanc-Consté Barapéa, politologue, sur le plateau du contrat social pour le découvrir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers internautes, et bienvenue à vous. Docteur, le candidat propose un quinquennat transitoire avec un président agissant comme un arbitre neutre, sans pouvoir réglementaire autonome. Docteur, cette architecture institutionnelle est-elle comptable avec l'efficace de l'action publique au Congo? Merci. J'ai pris connaissance du projet du docteur Vivien Manango. Il parle du contrat de mandat transitoire. Alors, déjà, quand je l'ai lu, il a fait un rappel historique. Il dit que c'est pas pour la première fois qu'on assiste à des mandats transitoires. Il a parlé de Yombi, il a parlé de la conférence nationale, et puis la transition flexible. Bon, il faut tout de suite dire que c'est pas dans la même configuration. La transition de Yumbi, c'est suite à l'assassinat d'un chef d'État. La transition de 91, ça a été suite à des configurations politiques troubles qui mettent donc un terme au mandat de président Sassou. Et la transition flexible, c'était à la suite d'une crise aiguë, c'est-à-dire le conflit politico-militaire qui nous a conduit au désastre que nous connaissons, ce qu'on appelle désormais la triste guerre du 5 juin, ou la tristement célèbre guerre du 5 juin. Alors, le mandat transitoire que propose le docteur Vivien Manango, j'ai essayé de regarder, il pense que c'est une possibilité de sortir de crise parce que nous sommes dans une crise institutionnelle, nous sommes dans une crise financière, économique, nous sommes dans une crise de valeurs. Il faut donc restaurer la République. Mais pour le restaurer, il faut éradiquer un certain nombre de maux. Or, il faut donc mettre sur pied une transition qui, selon ma compréhension, aura une dimension économique, une dimension culturelle, une dimension politique. Et là où dit le président sera un arbitre qui va donc préparer l'avènement d'un nouveau Congo. Bon, il est constitutionnaliste, il sait que il faut un dispositif juridique pour légitimer cela. Et je me demande quel sera l'issue en réalité. Est-ce que ça sera efficace? Puisque quand il nous parle des transitions qui ont eu lieu, quelle était l'efficacité politique de cette transition? On a pris la transition de 24 mois, 22 mois du président Yombi. Ça a généré une crise interne au parti qui a fait en sorte que le président Yombi soit dégagé de la plus mauvaise de manière. C'est-à-dire, on dirait que la transition n'est pas arrivée à son terme. Bien, lorsque nous prenons la transition du Premier ministre Milongo, encore que là aussi, il y a eu des forces en présence. La transition est arrivée à son terme parce qu'il y avait des concessions de part et d'autre. Mais à la fin, qu'a-t-on fait des recommandations de cette transition? Puisque la transition devait mettre sur pied les recommandations de la conférence nationale. Au bout de cette transition, quel était le résultat d'une année? Bien, nous avons la transition flexible, ou la transition dite flexible, de 97 à 2002. Ça nous a duré 5 ans. Est-ce que, à l'issue de cette transition, pour préparer le retour à la démocratie, parce que la transition, c'est une période qui intervient, soit à l'issue d'une crise, qui met en veilleuse un certain nombre des institutions ou des institutions de la République, et on est dans une période de normalisation afin de relancer le processus démocratique
ou le processus économique, le processus politique. Alors, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que après 2002, on en a profité vraiment de la transition politique qui a eu lieu entre 97 et 2002. Le Parlement qu'on a eu à mettre en place, puisqu'on avait un Parlement transitoire, un gouvernement transitoire, tout ce qui est transitoire. Mais quelles étaient les retombées? On a restauré la démocratie, je mets entre guillemets, en 2000 et 2002 avec les élections générales. Sommes nous satisfaits aujourd'hui de cette transition? Donc, la transition intervient dans des conjonctures de crise. Je suis totalement d'accord. Mais il va falloir, à ce qu'ils nous disent, dans le concret, comment est-ce qu'il va procéder, quels sont les hommes avec qui il va travailler, et surtout qu'il vient dans une conjoncture, s'il est élu, il vient dans une conjoncture électorale, il y a des gens, des individus, des groupes, des agences qui ont porté sa candidature et qui sait que la politique, c'est un champ de déploiement du don et du contre-don. Comment est-ce qu'il va s'arranger avec son équipe? Comment est-ce qu'il va rétribuer les uns et les autres? Comment est-ce qu'il fera pour faire aboutir sa transition et puis relancer le pays? Restons sur l'ordre constitutionnel, docteur Blon Consté Barapéa. Le projet prévoit de soumettre un acte fondamental par référendum dès l'élection pour redresser le pays. Quels sont les risques juridiques de suspendre ou de modifier l'ordre constitutionnel actuel de cette manière? Bon, ben je trouve que sur ce point, il est logique avec lui-même. Parce que pour instaurer cette transition dont il fait allusion, je vous ai parlé du cadre juridique tout à l'heure. Il lui faut un cadre juridique pour légitimer ou légaliser ce qu'il veut faire. Donc, l'idée de mettre sur pied de convoquer un référendum pour l'adoption de cette batterie d'institutions qui vont permettre de conduire la transition, c'est l'encadrement juridique de la transition du quinquennat transitoire est plus qu'important. Maintenant, comment il va partir de quel élément politique, quel est l'argument politique ou juridique qu'il va faire prévaloir pour mettre ça en œuvre. Ou bien, est-ce que ça sera une modification de la Constitution? Est-ce que ça sera un changement de la Constitution? Est-ce que ça sera une retouche constitutionnelle? Ou bien on change carrément la Constitution? Mais il va falloir trouver les arguments pour le faire. Mais après, on a changé la Constitution dans ce pays. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est les constitutions? Est-ce que le problème du Congo aujourd'hui, ce sont les textes? Ou bien les hommes? Donc, je verrai un peu ce qu'il va faire, mais moi, je trouve que c'est pas trop pertinent de mon point de vue, parce que les constitutions, nous sommes dans près d'une dizaine de constitutions depuis que le Congo existe. Est-ce que ça a changé grand-chose? Les constitutions, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, vous pouvez vous doter de la plus grande, de la plus puissante constitution du monde. Tant que les acteurs ne la respectent pas, il n'y aura pas de changement. Le docteur, le candidat, dans son projet de société, il va dans le volet de changement. Il souhaite également supprimer le Sénat pour réaliser une économie de 12 milliards de francs CFA. Cette mesure purement comptable ne fragilise-t-elle pas la représentation des territoires au niveau national? La représentation plutôt. Je pense pas. Je pense pas. Et je trouve quand même cette idée pertinente, d'ailleurs. De supprimer le Sénat? Bien entendu. D'ailleurs, mais il n'a pas allé jusqu'au bout de sa logique. Je pense qu'il aurait même allé, si j'étais son conseiller, je lui aurais dit d'aller même plus loin. C'est-à-dire, vous supprimez le Sénat, vous supprimez le Conseil économique et social, vous supprimez les conseils consultatifs de la jeunesse, ces institutions budgétaires qui ne servent à rien en réalité. Parce qu'il n'est pas dit que le Parlement doit être forcément bicaméral. Il y a des États où vous avez un Parlement monocaméral et ça fonctionne. Les déboires ou les dysfonctionnements que nous concernons, il a pris beaucoup d'exemples il a beaucoup illustré dans son projet de société, la lenteur dans la prise de société. Tout ça, c'est pas parce que nous avons deux chambres de Parlement. Non. Parce que quelles sont les prérogatives d'abord du Parlement, de l'Assemblée nationale? C'est légiférer,
et contrôler l'action gouvernementale. Alors, on peut confier, c'est la même chose que le Sénat fait, l'Assemblée nationale fait, même si au niveau du Sénat, on dit que le Sénat est le modérateur de la République. Mais alors que nous avons un médiateur de la République. C'est-à-dire, vous pouvez prendre cet attribut, le modérateur de la République, vous donnez au médiateur de la République. Tous les jours, le premier réglé. Maintenant, légiférer le Sénat, l'Assemblée nationale, va le faire, on va gagner en célérité, et puis on va gagner, on va aussi gagner, faire l'économie, comme il a dit, l'économie de fonds qui va générer cette structure. Et puis, vous prenez, il n'a pas été courageux. Sinon, s'il était courageux, il devait aller jusqu'au bout. Supprimer le Conseil économique et social. Vous prenez les prérogatives, vous donnez à l'Assemblée. Et donc, dans les commissions, vous aurez certaines commissions qui vont s'occuper des prérogatives, ce que faisait le Conseil économique et social. Donc, je trouve que cette idée est pertinente. De même, les institutions budgétaires, le Conseil consultatif de la jeunesse, comment vous appelez ça? Des autorités traditionnelles, qui en réalité, je ne vois pas la pertinence. Donc, on peut la supprimer, le problème ne se posera pas de mon point de vue. Merci bien, docteur. Une autre réforme majeure propose le candidat, c'est l'élection des procureurs au suffrage universel direct. Est-ce une avancée pour l'indépendance de la justice, ou un risque de populisme? Bon, c'est une innovation de son point de vue, mais moi, je ne trouve pas ça pertinent. Ce n'est pas l'élection qui fait l'efficacité. Dans les conjonctures, il faut tenir compte des conjonctures. Il faut dans la théorie des conjonctures, de l'environnement. Un procureur au Congo n'est pas forcément le même procureur. Vous le mettez en Angola, il ne va pas produire le même résultat. Vous le mettez en Sénégal, il ne va pas produire le même résultat. Vous le mettez en France, il ne produit pas le même résultat. Donc, il a d'abord le problème de l'environnement. Il y a le problème de l'environnement. Ce n'est pas l'élection qui fait l'efficacité d'une personne. Encore que, il faut qu'il ait des moyens de garantir la sincérité de cette élection. Si on dit qu'il a voté au suffrage universel direct, donc on va organiser les élections dans tout le pays pour voter les procureurs où il y a un corps électoral défini. Quel est le corps électoral? Est-ce que c'est les magistrats qui vont voter? Est-ce que c'est les citoyens qui vont voter? Est-ce qu'il faut qu'ils le disent? Et là encore, il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils trouvera l'argent pour faire tout ça. Si c'est au suffrage universel direct, ça devient une élection nationale. L'idée en elle n'est pas mauvaise parce que c'est un pouvoir. Donc on ira sur les profits des personnes. Très bien. Maintenant, le corps électoral reste à définir. Je ne l'ai pas vu. Bon, peut-être qu'il a dit, mais je n'ai pas peut-être pas prêté attention. Mais dans le projet de société, je n'ai pas vu. Il n'a pas précisé le corps électoral. Est-ce que c'est les citoyens? Ils seront élus au même titre que le chef de l'État? Bien. Si c'est tous les procureurs, le Congo en a combien? Alors, quelles sont les modalités de sélection des candidats? Et puis, la finalité, c'est quoi? Vous pensez que quand ils sont élus, peut-être parce que quand une fois élus, ils ne sont plus sous l'autorité de celui qui nomme. Ça veut dire qu'il va casser le système. Ça ne devrait peut-être certainement plus exister. Ou bien si ça existe, ça ne sera plus sous l'autorité du chef de l'État. Mais est-ce qu'on a changé l'homme profondément? Est-ce qu'il y a eu la réforme de l'homme? Le fait qu'on soit élu, le monsieur peut dire, bah, écoutez, moi je suis élu pour 5 ans, il fait ce qu'il fait, il s'enrichit pour 5 ans, il dit, bon, si vous renouvelez le mandat, c'est bon, si vous ne le renouvelez pas, tant pis. Donc, je ne trouve pas aussi la personne, l'idée en elle-même n'est pas mauvaise, mais dans les conjonctures actuelles, dans les sociétés à laquelle nous sommes, ce sera difficile d'arriver à cette proposition. Un quinquennat transitoire axé sur le changement, en lisant le projet de société de Viviane Manangou. Dans son programme, il introduit un droit de révocation permettant au peuple de démettre un élu avant la fin de son mandat. Comment un tel mécanisme peut-il s'appliquer sans créer une instabilité politique permanente? Bien, là, il revient en quelque sorte de ce qu'on appelle le mandat impératif.
c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est bénéfique actuellement? Est-ce que c'est bénéfique pour le Congo? Vous savez, Vivien, le docteur Manongo, c'est un théoricien du droit. C'est un théoricien du droit. Maintenant, il faut regarder dans la pratique de tout ça. Vous avez un député de Madingo, l'élu de Madingo, qui, selon ses électeurs ou ses mandants, n'est pas productif. Alors, il faut le changer. On va organiser les partiels. D'accord? Est-ce qu'il aura l'argent pour cela? Ça, c'est le 1. Deuxièmement, là, je comprends pourquoi il veut changer la constitution. Deuxièmement, une fois élu dans l'ordre constitutionnel actuel ou l'ordonnancement juridique actuel, un député, une fois élu, vous échappez de votre circonscription, vous devenez le député de la nation. Alors, pour renouveler le mandat, comment est-ce qu'il va procéder? Est-ce que ça ne va concerner que sa circonscription? Est-ce que ça sera une élection, puisqu'il est devenu, après son élection, il devient le député national, il appartient désormais à la nation. Comment est-ce qu'on va faire? Quel est le peuple qui aura besoin, qui va activer cela? Quels sont les mécanismes d'activation? Maintenant, il faut aussi tenir compte de la réalité. C'est le problème que nous avons avec les juristes. C'est-à-dire, il essaie un peu de penser la société telle qu'elle devait être, alors que la société doit être vue et lue telle qu'elle est. Alors, dans des configurations... Donc, il est dans l'imaginaire, selon vous? Non, mais c'est ça le problème des juristes. Maintenant, il est dans la configuration actuelle, où il y a une dose de manipulation. La BCS disait, le peuple est sans mauvais. On ne peut rien faire avec le peuple. Le peuple, c'est une bête qu'on doit caresser dans le sens du poil. Dans un environnement pollué par la manipulation aujourd'hui, et c'est là où je comprends votre question, pour t'inquiéter sur la stabilité politique qui deviendra d'ailleurs une chronique. Pourquoi? Parce que je suis l'élu de Madingo et que j'ai des concurrents. Alors, quel que soit ce que je fais, à partir de ce moment-là, les concurrents peuvent aller passer par derrière, manipuler les citoyens électeurs pour dire non, mais écoutez, moi je devais faire ça, eux n'ont pas fait ça, et puis en ce moment-là, voilà, il faut le dégager. Un peu de la manipulation? Mais ça fait partie intégrante de la politique. Un aîné disait dans ce pays que moi je peux faire la politique, je ne peux pas me séparer des intrigues. Le jour où je ne vais plus faire les intrigues, c'est que je ferai plus la politique. Je ne vais pas citer son nom. Donc, il y a le risque de manipulation qui en découle, et surtout que l'élection chez nous, les champs politiques deviennent de plus en plus plutocratiques, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui ont l'argent. On va donc voir les gens qui ont amassé des sommes importantes, qui vont passer le temps à, à manipuler les masses, ou bien les citoyens électeurs, pour destituer un adversaire. Donc, il y a quand même un risque, excusez-moi, d'instabilité politique qu'on va observer partout dans les départements. D'ailleurs, vous allez voir que au niveau même de l'Assemblée nationale, il y a des sérieux problèmes entre les députés et leurs suppléants. Déjà, à ce niveau. Alors, si vous introduisez la capacité des citoyens à démettre un élu pour l'absence de résultats, il faut d'abord savoir quelles sont les missions des parlementaires. Légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Alors, tel est le seuil qu'on doit établir. Est-ce que quand vous partez à l'Assemblée nationale, chaque député doit nous produire 10 lois? Si vous n'avez pas 10 lois, bon, on vous déclare incompétent et puis on vous enlève. Vous devez poser les questions à chaque session. Parce qu'il faut d'abord limiter le cadre. Et sur l'action du gouvernement également. Il faut limiter le cadre. Quels sont donc les critères qui définissent l'incompétence des parlementaires? À partir de ce moment, si ce cadre est défini, on peut donc juger de l'incompétence des candidats et motiver sa destitution. Mais je ne trouve pas ça pertinent non plus. Dans ce même projet de société, le candidat Vivien Nango propose une restructuration du Congo, bien sûr le pays, en 4 grandes provinces autonomes. Il y a littoral, Congo central, Mbé et l'équation. Ce découpage vous semble-t-il tenir compte des réalités sociologiques et historiques du pays, docteur? Bien. J'ai retenu un élément
vous avez parlé de l'autonomie. Alors, l'autonomie des entités, faudrait-il qu'il précise le sens de cette autonomie-là. L'autonomie des entités conduit souvent vers des irrédentismes. Ça conduit vers des comportements irrédentistes qui vont conduire les citoyens à déclarer l'indépendance par après. Et moi, je suis partisan d'un État fort. Je suis partisan d'un État fort. À la limite, je suis pour la décentralisation, mais une décentralisation contrôlée par le pouvoir central. Parce que, en État, je reviens toujours sur la conjoncture et le contexte. En état actuel des choses, où nous sommes encore des États embryonnaires, où nous avons le déterminisme qui occupe nos esprits, on peut parler du déterminisme social, le déterminisme ethnique, donc un certain nombre de variables qui nous déterminent aujourd'hui et à laquelle chacun de nous s'identifie. Si nous donnons plus d'autonomie au département, vous avez des départements qui sont plus nantis que les autres. À partir de ce moment-là, on va courir le risque d'arriver aux irrédentistes, c'est-à-dire les mouvements de solidarisation à l'État central pour créer des micro-entités. N'oubliez pas que nous avons certains compatriotes qui, à un moment, ont mis sur pied l'idée de cession de l'État. C'est-à-dire on va créer un État sud du Congo, un État nord Congo, un État... Or, comme vous prenez en compte les éléments sociologiques, ça sera compliqué parce que vous avez un enfant qui a une grand-mère qui est de Moyondi, il a des oncles à Dolizy, il a des oncles à Infondo, et vous décidez un matin, il faut séparer le pays, ça ne donnera pas. Donc, à partir de ce moment, il faut regarder. Par contre, sa cartographie, c'est qu'à la fois, on va diviser en entités dans une forme de décentralisation par rapport aux spécificités économiques, géographiques, culturelles de chaque département. Je suis d'avis, je trouve que il y a quand même la pertinence. Parce que si nous avons, par exemple, on fait du département des Plateaux et du département du Niari, de la Bouenza, qui sont considérés comme le grenier agricole du Congo, ces départements peuvent produire, mais on peut prendre par exemple la Songa ou la Cuvette Ouest comme une base industrielle. C'est là où on en fait un département industriel où on transforme ce que l'on produit ici, puisque je n'ai pas vu ça dans son projet de société. Peut-être que ça n'a pas retenu mon attention. Je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut une transformation locale, travailler pour une transformation locale de nos produits. La transformation locale, il en parle hein, sur le plan financier. La province productrice retiendrait directement 10% des revenus de son sol et son sous-sol. Ce modèle de provincialisation ne risque-t-il pas d'accroître les inégalités entre les régions riches et les régions pauvres, docteur? Bien, c'est ça l'idée. En réalité, on n'aura pas... Si je le mets dans le contexte que je pense à cette affaire, ce projet, il n'y aura pas d'inégalité en réalité. Il n'y aura pas d'inégalité. Parce que nous allons rendre chaque département producteur de quelque chose. Lorsque nous sommes aujourd'hui dans le principe de l'unicité des caisses, c'est-à-dire tout ce qu'on produit, ça vient au trésor public et on assure la redistribution. C'est une bonne chose. Mais, faire en sorte que chaque département puisse bénéficier de 10% de sa production, il y a l'expérience au Cameroun, hein, le Camerounais le font. C'est pas tant mauvais que ce soit, mais le risque c'est que il faudrait qu'il y ait un développement harmonieux de ces entités qu'on veut créer. Par exemple, si nous produisons à Djambala, on transforme à Evo. Dans ce qu'on va faire, dans le revenu, il y a une partie qu'on va verser à Djambala et une partie qu'on va verser à Evo. Mais si c'est vendu à Infondo, donc ça dépendra de l'harmonisation de son projet. Faute de quoi, effectivement, ça va créer des inégalités. Parce que si vous prenez
certains départements où vous n'avez pas de... Par exemple, prenez Pointe-Noire. Pointe-Noire, il y a le pétrole, il y a le manganèse, il y a l'or, il y a tout ce qui va avec. Bon, on comprendra. Certains vont dire qu'il ne fait passer le Pointe-Noire. Comparé, par exemple, au département Djoué-les-Fini, où il n'y a pas de bois, il n'y a pas de pétrole à ce jour, il n'y a pas de manganèse à ce jour, ça posait donc un problème d'inégalité. Vous aurez donc des développements, les développements inégaux de nos provinces. Et ça poserait donc le problème. Il y aura donc le risque de l'accroissement de l'exode rural. Il y aura un déplacement. Exactement. Vous vous en souvenez, à l'époque, lorsqu'il y avait ce Sokobois à Dolisie, les gens, ou bien lorsque le centre industriel s'était concentré dans la ville océane c'est-à-dire Pointe-Noire, Dolisie, vous avez vu l'exode massif des citoyens venant de la partie septentrionale du pays qui vont se retrouver là-bas. Aujourd'hui, avec la concentration des industries forestières dans la partie nord du pays, notamment à Infondo, à Pokola et Ngombe dans la Sangha, vous voyez que les villes comme Pokola, comme Ngombe sont devenues cosmopolites. Parce que les citoyens vont suivre les mouvements, les mouvements financiers, là où ils ont la possibilité d'avoir le travail, et ils vont y installer. Et on n'aura donc pas réglé le problème de l'exode rural. En parlant de la dette publique, le candidat s'engage à réduire la moitié de stock qui s'élève à plus de 7 229 milliards de francs CFA durant son quinquennat. Cette ambition est-elle réaliste au grand regard des énormes besoins d'investissement annoncés par ailleurs? Bien, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et il suffira qu'ils nous disent comment est-ce qu'il va faire pour trouver le gap nécessaire, maintenir l'équilibre du fonctionnement régulier de l'État et procéder au paiement de la dette. Parce que, madame, la dette, elle est inquiétante au Congo. Nous sommes on tourne autour de 8 000 et quelques milliards de francs CFA. C'est énorme. Maintenant, il faut dénicher des endroits, des mécanismes pour régler cette dette. Et à ce moment-là, il prend le risque de le faire parce que, en fonction de ce qu'il va retrouver comme moyen, le fonds qu'il va mobiliser avec la pression sociale, s'il est élu, heureusement qu'il a dit en 5 ans, s'il est élu au soir du 15 mars, bien, il aura la pression du CHU, il aura la pression de l'université où nous cumulons presque 14 mois, on n'a pas de salaire. Il aura la pression de la CNSS, il aura la pression des mairies. Vous allez voir, il y a toute une pression fiscale et sociale qui pèsera sur l'État. Et on doit les aider ça à d'autres charges. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Il faudrait qu'en ce moment-là, il trouve l'ingénierie nécessaire pour mobiliser les fonds pour, d'un côté, régler la dette qui devient très importante et qui pèse le service de la dette, qui pèse sur le fonctionnement de l'État, pour qu'il puisse mettre sur pied son programme et à la fin de son quinquennat, que la dette soit réduite. Et même si on veut s'endetter, que ce soit des endettements utiles. Vous ne pouvez pas vous endetter pour payer le salaire des fonctionnaires. Comment est-ce que vous allez faire pour rembourser cette dette-là? Vous vous endettez peut-être pour construire des grands chantiers ou bien des infrastructures. Des unités de transformation. Bien entendu, où il y aura un retour sur l'investissement. C'est le retour sur l'investissement qui vous permettrait de rembourser la dette avec ça. Maintenant, si vous vous endettez pour payer le salaire, bon, on n'a pas de salaire demain, ça sera compliqué, il faut aller s'endetter. Vous avez pris l'argent, vous avez, au lieu d'investir, vous avez payé une dette. Comment est-ce que vous allez faire pour payer la dette demain? Et c'est pourquoi on en a cumulé autant. Donc, c'est à lui de voir. L'idée n'est pas mauvaise, mais nous sommes quand même curieux de voir comment est-ce qu'il va procéder pour réussir à ça. Le projet de société vise à sortir 1 million de Congolais de la pauvreté d'ici 2031. Au-delà de l'effet d'annonce, les leviers comme le contrat d'entrée dans la vie active sont-ils soutenables pour les finances publiques? Bien. Déjà, il en parle dans son projet de société.
les charges qui pèsent sur l'État aujourd'hui, les recrutements qu'on en fait un peu partout, bon, est-ce qu'on tient compte de la possibilité de l'État de payer? Son idée n'est pas mauvaise, mais le point c'est que lorsque vous élaborez un projet de société, vous êtes dehors, vous n'avez pas encore d'effectivité du pouvoir. C'est quand vous serez en face dans la pratique quotidienne, de l'exercice quotidien du pouvoir, vous allez comprendre. On va sentir que le besoin est plus exactement. énorme. Alors, quelles sont donc les niches? Comment est-ce qu'ils comptent sortir les Congolais de la pauvreté? Quelles sont donc les niches d'emploi qu'ils trouvent nécessaires, qu'ils trouvent disponibles? Vous partez à la fonction publique, allez-y à la fonction publique, vous allez voir qu'il y a, vous avez même l'impression d'être dans une cour de récréation, dans une école, à la fonction publique là. Les gens qui viennent, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ils sont en train de rentrer chez eux. Parce que on a pensé qu'on devait régler le chômage par la fonction publique. Il faut trouver l'emploi, mais finalement vous avez des gens que vous avez recrutés, des seniors que vous avez recrutés, qui sont inutiles et qui deviennent une charge énorme pour l'État. Donc il faut qu'ils définissent les domaines prioritaires. Les gens qu'il va recruter, il va les mettre dans quel secteur? Quels sont les leviers qui vont booster la croissance pour recruter nos compatriotes et leur donner de l'emploi? Voilà ce qu'il faut faire. Et ils vont mobiliser combien pour ça? Quels sont les secteurs? Il faut identifier. Je pense que ça pourra aller. Docteur, le programme propose également de passer de 421 milliards à plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes de TVA dès 2026 sans augmenter le taux. Le simple renforcement du recouvrement peut-il réellement produire un tel bond fiscal? Bien. J'ai lu son projet de société. Et ce que j'ai salué dans son projet de société, c'est qu'il a fait un diagnostic. Un diagnostic de la fiscalité de notre pays, avec des exemples sur des illustrations sur les anciens budgets et tout ça. Donc, quand il dit qu'il peut mobiliser, oui, c'est sur la base du travail de terrain qu'il a eu effectué, parce qu'il donne quand même les données, telle année a eu ça, telle année a eu ça. Sur la base de ces prévisions, il peut arriver. Mais, le problème, encore une fois, qui sera chargé pour le faire? Vous parlez des hommes. Lorsqu'on sait que c'est pas le président qui est sur le terrain, lorsqu'on sait que on est dans un environnement tel que nous le sommes, lorsqu'on sait que nous avons aussi, si nous prenons par exemple le cas de la douane, aujourd'hui, le Cameroun a un port en eau profonde, le Douala, de Kribi, qui fait concurrence, parce qu'au départ, c'est le Congo qui avait le plus grand port en eau profonde. Certains navires qui partaient à Douala, ça vient d'abord à Pointe-Noire, et puis on décharge, on amène là-bas, au Gabon aussi. Maintenant, aujourd'hui, les données, elles sont pressées là. Et pour réussir, je pense, et avec la ZELCAF, puisqu'elle va rentrer en circulation d'ici sous peu, vous saurez, il y a un certain nombre de taxes fiscales qui vont disparaître. Alors, est-ce qu'il a tenu compte de ces éléments et comment est-ce qu'il va procéder pour réussir ce qu'il a dit? L'idée en elle-même n'est pas mauvaise. On peut réduire, ce qu'il dit là est faisable, mais il faut qu'il tienne compte de l'environnement. Nous sommes dans un environnement qui devient de plus en plus concurrentiel, avec le port de Yaoundé, le port de Kribi. La preuve, c'est que le fer que nous exploitons au nord du pays, ça ne vient pas par Pointe-Noire. Ça passe par Douala. Plus de 50%, je préfère rester modeste, sinon je peux me dire 80%, de notre bois exploité dans la Sangha, dans la Likwala, passe par le port de Douala. Ça passe par, au départ ça passait par Maboko, bien, aujourd'hui, ça passe par Ntam. Donc, tous ces éléments-là, ça va quand même poser un certain nombre là je prends le cas, c'est le cas de la douane. Hein. Maintenant, il a parlé des exonérations au niveau douanier, où il y a des gens on a exonéré certains, par exemple, si vous prenez
le matériel didactique, il y a un certain nombre de produits qu'on a eu à exonérer. Mais il y a aussi les individus. Comment est-ce qu'il va s'en sortir dans ce monde qui se construit en cartel? Comment est-ce qu'il fera pour s'en sortir? Mais l'idée n'est pas mauvaise. Il faut qu'il tienne compte des configurations autour de notre système fiscal. En parlant des matières énergiques, le candidat veut passer du thermique solaire et à l'hydraulique avec un plan d'électrification rurale en seulement 100 jours. Ce délai n'est-il pas techniquement illusoire? Je vous disais tout à l'heure que c'est le problème avec les juristes, en fait. Ils pensent que ça se règle avec un stylo. Déjà, la mise en place de ce plan, ça pose problème. Je suis d'accord avec le principe. D'accord? Je suis d'accord avec le principe, c'est-à-dire, on va mobiliser toutes les formes d'énergie possibles pour donner l'énergie aux populations. Je suis totalement d'accord. Mais dire que ça se fera en 3 mois, c'est quand même difficile à réaliser. Parce que peut-être il a eu à faire l'étude, il a déjà contacté des ingénieurs. Ça coûte combien? Il connaît le prix. Oui, mais est-ce que dans le programme, on en parle? C'est là les difficultés que j'ai retrouvées dans tous les programmes. Il manque des chiffres. Il manque de chiffres. Donc, il manque de chiffres. Il n'y a pas de prévision. Vous imaginez là, faisons la science-fiction. Dans moins d'une semaine, on va aux élections, le président s'assopère. On sait souvent, j'ai dit la science-fiction. Mais heureusement, c'est de la science-fiction. Ah oui, oui. J'ai dit la science-fiction, j'ai bien eu le temps de dire que c'est la science-fiction. S'il perd, alors, ce qui est sûr, il y aura au moins 60% de chances que les dirigeants actuels vont partir avec une bonne partie d'argent disponible dans les caisses. Donc la probabilité est forte qu'ils retrouvent les caisses vides. Comment est-ce qu'ils vont faire en 100 jours, donc 3 mois, mobiliser les fonds nécessaires pour mettre sur pied toutes les infrastructures, puisqu'il y a 3 sources d'énergie qu'il a citées. Donc, mettre les infrastructures en place et rendre les ressources disponibles. Non, je trouve que c'est quand même osé. Bon, comme c'est une promesse électorale, certainement, il réussira à le faire, mais moi, je ne crois pas. Peut-être qu'il sera l'homme des actions concrètes. Bon, on a un homme des actions concrètes dans ce pays, mais on n'a rien vu de concret. La municipalité, c'était un échec. L'université... On parle du projet de société de Manangou, docteur. Parce que vous dites, un homme des actions concrètes... Je m'appuie sur son idée. Ouais, donc, ne dites pas un homme des actions concrètes, parce qu'il n'y en a jamais eu. Peut-être il le fera. Donnez-lui quand même le bénéfice du doute, docteur. Vous savez, madame, moi, je ne crois pas... Moi, je ne suis pas un chrétien. Encore moins musulman, ou bien, comme vous appelez. Je ne crois pas au salut qui viendra du ciel. Je ne crois pas au rêve. C'est-à-dire, un rêve, vous rêve est trop beau, vous dites, bon, voilà, non, madame. On parle de l'État. On parle de la gestion de l'État. Et il y a des configurations. Il y a beaucoup de choses qui échappent au docteur Manangou. Beaucoup de choses qui échappent. Et je ne pense pas que dans son équipe, c'est-à-dire le Deep State, le noyau dur, il y a des gens qui ont l'expérience d'avoir géré l'État pour savoir à partir de cette données. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, on ne peut pas rester sur le terrain de la croyance pour dire oui, en 100 jours, c'est possible. C'est pas possible. L'idée est bonne. Il pouvait dire qu'il devait le faire dans 5 ans. Parce que comment est-ce qu'il va faire pour réhabiliter d'abord l'infrastructure de ce qui existe? L'infrastructure de ce qui existe, c'est-à-dire, prenons même le transport de l'électricité, parce que quand vous discutez avec les agents de la SNE, aujourd'hui on l'appelle EUCAREC ou bien EUCAREC, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut refaire tout le réseau. Alors, vous n'allez pas me dire quand même que par une opération du Saint-Esprit, encore que je ne crois pas au Saint-Esprit, le docteur Manangou peut réhabiliter tout le réseau électrique du Congo en 3 mois, l'eau et l'électricité en 3 mois, mettre sur les infrastructures, les autres sources d'énergie qu'il avait en 3 mois. Non, c'est pas possible, madame. Il faut être réaliste. C'est pas possible. Poursuivons notre échange de ce soir, docteur, toujours avec le projet de société du candidat Manangou. Le texte prévoit la construction de 100 000 logements en 5 ans, soit 20 000 par an.
Sachant que le déficit actuel est de 15 000 par an, l'État a-t-il les capacités industrielles pour une telle accélération? Bien. Est-ce que le docteur Manango vous a dit combien ça coûte? La construction de ces 2000 logements par an, combien ça coûte? Et où est-ce qu'ils trouveront l'argent? Les idées se valent. Aucune idée n'est mauvaise. Il faut juste nous dire comment est-ce que vous allez faire pour y arriver. Il y a le logement à Kintélé qu'on a construit après le drame de Pila, si je ne me trompe pas, en 2012. Bon, on parle de 1000 logements. Mais est-ce que ces 1000 logements pour les construire, on a eu besoin d'une année? Non, je ne pense pas qu'on a pris une année pour construire ces logements. On a construit au moins d'une année. Si on a construit 1000 logements en une année, au moins d'une année, ça veut dire qu'on peut en construire 2000 et 3000 en une année. C'est possible. Ça dépend de la qualité des logements, de la qualité du matériel que vous allez utiliser. Bien, bien. Mais la question qu'on se pose, il vous faut combien pour le faire? Il faut être concret. Il vous faut combien pour le faire? Si ça vaut 3 milliards, très bien. Comment vous allez faire pour mobiliser 3 milliards en une année? Quelles sont les sources du financement? Est-ce que vous irez voir les bailleurs de fonds? Mais la contrepartie, ça sera quoi avec les bailleurs de fonds? C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas là pour vous bosser. En ce moment-là, on va voir l'opérationnalisation de cette idée. Mais là, si vous restez dans la littérature, vous dites, bon, je vais construire 3000 logements, c'est très bien, tout le monde peut le faire. La preuve, c'est qu'on a construit. J'ai vu après le drame du 4 mars, on a fait sortir des terres des bâtiments à l'école de Liberté. On a fait sortir des terres des bâtiments à Kintélé pour loger. Donc, c'est possible. Mais ça dépend de l'état financier du pays qui trouvera. Et comment est-ce qu'il fera pour mobiliser les fonds pour la qualité des logements aussi. La qualité des logements. Sinon, c'est possible. C'est possible, mais on va voir où est-ce qu'il trouvera l'argent pour le faire. Sur le domaine de la santé, le projet propose d'abroger le système actuel de la CAMU pour créer un fonds de garantie financé notamment par des taxes sur le tabac et l'alcool. Ce mode de financement est-il suffisant pour garantir une couverture de santé universelle réelle? Bien. Est-ce que l'assurance maladie, quand on dit universelle, c'est d'abord universel? Est-ce que c'est d'abord universel ici? Ça, c'est le 1. Deuxièmement, vous allez le faire dans quel contexte? Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a d'abord pas d'hôpitaux. Il faut d'abord arranger l'existant. Il faut d'abord donner les soins de qualité avant d'arriver. S'il y avait les soins de qualité, les gens n'allaient pas se soigner à l'étranger. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui parle des sommes exorbitantes qui ont servi aux évacuations sanitaires. Donc, il faut d'abord construire les hôpitaux. On n'a pas besoin de vos histoires de SAMU ou quoi. On n'en a pas besoin. Si l'État fonctionne normalement, chacun a son boulot. On n'aura pas besoin, vous êtes malade, vous partez, vous soignez, on n'a même pas besoin de nous proposer ce qu'il propose. On n'en a pas besoin. Il faut d'abord commencer par rendre accessibles les soins de santé et de qualité. Pas seulement les soins de santé, vous partez au CHU, vous arrivez, le médecin n'est pas là, parce que ça fait 5 mois qu'il n'est pas payé. Vous arrivez, il n'y a pas d'ascenseur. Vous arrivez, il n'y a pas de seringue. La pharmacie est vide, c'est des agents de l'hôpital qui vous vendent la pharmacie, c'est dans la poche. Moi, papa, les gants, j'en ai ici. L'assurance maladie, à ce moment-là, ça servirait à quoi? Je pense qu'il doit aller doucement. Il faut régler les problèmes les uns après les autres. Il faut commencer d'abord par mettre sur pied des structures de santé dignes de ce nom, et après vous passez à l'autre étape. Le candidat propose d'accroître le droit de vote à la diaspora et de créer des circonscriptions législatives dédiées. Quel impact cette intégration publique pourrait-elle avoir sur les équilibres électoraux internes? En réalité, je ne vois pas d'impact. Sauf que il règle une injustice. Pourquoi vous parlez de l'injustice? Parce que
les citoyens ont le droit, nous sommes là dans la dévolution du pouvoir. Et chaque citoyen doit participer à la dévolution du pouvoir. On est là dans la participation politique. Les citoyens ont le droit de se prononcer sur qui va gouverner notre destinée pendant une période, soit-elle inscrite dans la durée. Alors, priver les citoyens de la diaspora du droit de vote relève d'une injustice. Si le docteur Vivien Manango pense donner le droit de vote à la diaspora, ça sera donc une injustice de régler. Mais dans le fond, je ne vois pas ce que ça va changer. Parce que le corps électoral, au nom de la diaspora, est de combien? Mais ça peut influencer. Ça peut influencer dans un sens comme dans un autre. Mais ça ne va pas changer grand-chose, en réalité. Nous allons clôturer notre échange de ce soir sur une question de sport, docteur. Le programme prône une pause d'un an de toute compétition sportive internationale pour mener des états généraux du sport. Le Congo peut-il se permettre diplomatiquement et culturellement de s'effacer ainsi de la scène mondiale? Bien, c'est pas pour la première fois que ça arrive, surtout en ce qui concerne le football. Il y a eu un moment où nous sommes partis, le Congo est allé jouer la CAN 1968 et on a fait piètre figure. Et le président Marien Ngouabi a décidé de mettre en berne l'équipe nationale. C'est pourquoi on n'est pas à la CAN 70. On a pris le temps de ranger des choses à l'intérieur, de voir ce qui n'allait pas. Et puis nous sommes partis, on est qualifié en 72, et c'est là où nous avons le seul trophée que nous avons. Les Yaoundé 72. Donc, c'est possible. Maintenant, les temps ont changé. Aujourd'hui, le sport est devenu un enjeu géopolitique planétaire. Le sport, c'est une source d'emploi. De financement également. C'est une source de financement. C'est un élément de rayonnement, un élément de la culture. C'est un outil diplomatique. Alors, faire cela pendant 2 ans, je ne trouve pas d'utilité. Parce qu'en le faisant, vous paralysez nos jeunes qui vivent grâce au sport. Nous paralysons, pas seulement le football, hein, quand je parle de football de manière générale, alors qu'on peut faire autrement. Donc l'idée de suspendre, je suis diamétralement opposé à cette idée de suspendre. Maintenant, on peut engager les réformes pendant que les choses se déroulent. Par exemple, vous changez le ministre des Sports, vous changez le président de la Fédération congolaise de football. Quand je dis le ministre des Sports, ce n'est pas le ministre des Sports en tant qu'individu. C'est avec toute sa pléiade, ceux qui sont autour de lui, et puis vous déconstruisez les réseaux. C'est possible, et vous mettez il suffit de mettre du sérieux. Il suffit de mettre du sérieux. Vous avez vu en 2015, quand on a essayé de mettre du sérieux, tout le monde s'est mis dedans. Bon, c'est vrai qu'on me dira qu'il y avait des motivations dans le financier pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est parce qu'il y a eu des motivations financières, les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a eu des motivations. Donc, on peut le faire sans pourtant mettre le pays en berne pendant 2 ans. On peut engager des réformes sans pourtant mettre le pays en berne pendant 2 ans. C'est-à-dire, si vous mettez le pays en berne pendant 2 ans, lui, il a un mandat de 5 ans. La CAN, c'est chaque 4 ans. C'est désormais chaque 4 ans. Il court le risque de ne pas avoir amené le pays à une CAN. Donc, l'idée n'est pas mauvaise. L'idée, de mon point de vue, n'est pas pertinente. Il faut engager des réformes. Il faut être courageux dans les réformes. Il faut surtout la sanction. Il faut mettre à la place quelqu'un qui a les aptitudes pour le faire. Le problème de ce pays, c'est des hommes, madame. Le problème de ce pays, c'est des hommes. Ce sont des hommes. Il a souligné ça dans son projet de société. Il parle de la parentocratie qui règne en maître. Oui. Il parle de la parentocratie qui règne en maître. C'est ça le premier chantier. Et ça, je n'ai pas vu les candidats mettre l'accent là-dessus. Le premier chantier, ça serait de restaurer l'homme congolais. Le premier chantier. L'homme congolais, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il faut reconstruire le Congolais. On a perdu des valeurs.
On a perdu les valeurs de la République. Un ministre qui travaille pour l'argent de son poche, il empoche, il est parti. Un directeur, un agent des impôts, il prend l'argent à l'université, les enseignants qui font les notes, qui font les cours. Comment vous pouvez expliquer ça? Le cours que j'ai conçu, je vends aux étudiants, et je ne vais même pas expliquer, je vends à 10 000, je prends mes 10 000, je m'en vais avec. Je vends les notes à un étudiant parce que, bon, c'est ceci, on me donne, je vends. Un policier qui arrête l'automobiliste en route, bon, il prend le permis, au lieu de lancer, il recule. Et il demande au chauffeur de le suivre là-bas. La société est dans l'état de décomposition très avancé. Le premier chantier de tous les candidats, celui qui sera élu au soir du 15 mars, c'est d'abord la reconstruction de l'homme. Je suis partisan d'un état fort. On ne doit pas seulement avoir la carotte, il faut avoir le bâton. Tant qu'on ne ressort par l'homme, par la pédagogie, par la socialisation et par la force, la coercition, nous serons les derniers. On est déjà. Mais on sera, on va occuper la dernière place du peloton. J'ai lu le programme pratiquement de tous les candidats. On dénonce la corruption, on dénonce ce mais on ne propose pas les moyens adéquats pour éradiquer cela. On va vous dire, par exemple, bon voilà, les institutions chargées de la lutte contre la corruption. Et puis quoi? Nous avons vu comment on a déguerpi M. Lamine Guélé. On a vu. Nous voyons la ARC, qui est plus dans les salles d'examen pour suivre les enfants qui font le bac. Mais ailleurs, on ne le voit pas. Le problème, c'est les hommes. Il faut mettre l'accent sur les hommes. Il faut restaurer les valeurs. On ne peut pas garder quelqu'un au gouvernement 25 ans, mon frère. C'est quoi ça? Quelles sont les performances que la personne peut pour rester au gouvernement 25 ans? Mais si la personne est efficace. Efficace où? Excusez-moi, efficace à quel niveau? Dans son rendement. Bien. Dans son rendement, vous étiez à l'université, vous n'avez rien fait. Vous êtes parti à l'électricité, ressources, vous n'avez rien fait. Vous êtes parti au ministère, vous n'avez rien fait. Vous êtes parti vous faites le tour de tous les ministères. C'est le super ministre? C'est le super personnage? Non, madame. Le pays, là, c'est notre pays. Nous devons le construire. On construit la société avec les meilleurs. On construit la société avec les meilleurs. Les États-Unis sont arrivés là parce qu'on a mis les meilleurs devant. L'Iran, la Corée du Nord. Parce que ces deux pays-là m'inspirent. Surtout la Corée du Nord. Vous avez l'esprit révolutionnaire en vous? Pardon? Vous avez l'esprit révolutionnaire? Madame, dans la société, on avance. D'ailleurs, quand vous êtes né, vous n'avez pas la taille que vous avez. De la même manière, vous avancez, il faut penser avancer la société. C'est tout à fait normal. On ne doit pas passer tout le temps à pleurer. Là, il y a la génération des années 40 qui nous gouverne. Le président de la République est né dans les années 40. 42 par là, si je ne me trompe pas, 43. C'est cette génération qui nous gouverne, qui va partir d'un moment à un autre. Parce que le président, d'ailleurs, a ouvert les perspectives de son départ. De toute façon, ça ne dépend pas de lui. Maintenant, nous allons prendre le relais. Comment est-ce que nous allons réparer plus de 67 ans de patousage? Puisqu'on a passé le temps à patouiller. Comment on va le faire? Il faudrait que les candidats qui proposent aujourd'hui, parce que les candidats comme le docteur Manongo, même si je ne suis pas sûr qu'il va gagner, ou les autres qui sont relativement jeunes, ça devait être les candidats qui devaient se mettre dans la perspective, avoir un plan de développement qui s'étale sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas des histoires de 5 ans, de 10 ans. On ne peut penser à la construction d'un État ou la reconstruction d'un ordre étatique. 5 ans. C'est peu selon vous? C'est insignifiant. C'est même au-dessus du peu, c'est au-dessus du zéro. Il faut donc penser. Penser avec les hommes, avec les meilleurs. Nous sommes déjà derniers en Afrique centrale. On est dernier. Ne soyez pas le discours des politiciens. La preuve, nous sommes le seul pays où il y a des gens qui mettent des mois d'arriérés et tout ça. Il faut penser que les gens soient patriotes. Je le dis toujours. Que les gens soient patriotes. La société est en état de putréfaction dans tous les domaines. Il faut reconstruire l'homme.
Il faut reconstruire l'homme. Mettez l'homme au cœur du développement. De quel homme il s'agit? Chacun de nous a un rôle à jouer dans la société. Madame Abiala, les zéros ne sont pas inutiles. Zéro. Ne sont pas inutiles. Mais c'est un chiffre que les gens n'apprécient pas. Mais pour que les zéros soient utiles, il faut qu'ils se placent derrière les unités. Il faut que les zéros se placent derrière les unités. Vous prenez un, vous placez un, vous avez 3 zéros. Derrière le 1, ça vous donne 1000. Vous avez un, vous placez 3 zéros devant 1, ça vous donne 0, 0, 1, c'est inutile. Vous comprenez cette métaphore? C'est ce que nous vivons ici dans notre pays, dans le choix des hommes, dans l'élaboration des projets. Et nous allons patauger toute notre vie. Je vous ai dit que j'étais sceptique. Lorsque vous voyez ce qu'on nous présente, les acteurs qu'on nous présente, comme des possibilités de rechange, à un certain moment, vous dites, est-ce qu'il ne faut pas quitter ce pays? Mais quitter le pays, ça serait une lâcheté. Ça serait une lâcheté parce que vous devez penser pour le changement de votre ordre social, ordre institutionnel. Ce n'est pas les autres qui viendront. On a ouvert le pays de manière anarchique. Tout le monde vient, fait de ce qu'il veut. Et le Congolais, il faut mettre le Congo au centre. Le Congo d'abord. Malheureusement, je n'ai lu, j'ai trouvé ça nulle part dans les programmes de tous les candidats. Ils sont 7. 7 candidats. Le Congo d'abord, la valorisation de l'homme congolais. Vous allez voir, on a mobilisé même pendant la campagne, vous allez voir, on fait venir les étrangers. Et dans les imaginaires, on pense que le Congolais ne peut rien faire. C'est faux. Nous avons les Congolais qui savent faire quelque chose. Dans chaque ministère, il faut occuper l'espace dans le multilatéralisme. Former les meilleurs. Vous les prenez, vous les envoyez. Regardez le Sénégal. Dans le système de la ils sont pleins. À l'Union africaine, il y a combien de Congolais à l'Union africaine? Est-ce qu'on favorise cela? Donc, il revient à celui-là qui sera élu le 15, au soir du 15 mars, de penser le Congo pour une fois. Le président s'assoit déjà fait ce qu'il a pu faire. Au moins qu'il consacre les 5 ans là pour penser le Congo et les Congolais. Il a pensé à ses amis. Il a pensé à toute sa parentèle. Il a servi tout le monde. Ses amis politiques, ses amis militaires, ses amis, je ne sais pas, la parentèle. Tout ça, il a déjà servi pendant 40 ans. Là, vous lancez un appel? Bien entendu. C'est le dernier numéro. Si c'est lui qui est élu, il a déjà servi tout le monde. Maintenant qu'il consacre les 5 ans pour servir le Congo, avec les nouvelles figures, avec les personnes efficaces, il y en a dans l'administration, il y en a au Congo comme à l'étranger. Pour redorer l'image, il a lancé les personnes d'une transition. Qu'est-ce qu'il laissera au Congo comme héritage? Pas cet État qui est complètement en décomposition. Il faut reconstruire l'État, restaurer l'État. Aux autres candidats, si par l'opération du Saint-Esprit, encore que je ne crois pas, vous êtes élus, pensez le Congo. Le Congo d'abord. Et le Congolais d'abord. Parce que nous n'avons que 342 000 km². Les autres ne viendront jamais, à moins que nous faisions des guerres de conquête. Et le déficit que j'ai vu aussi dans le programme des uns et des autres, la question sécuritaire n'est pas suffisamment abordée, on n'a pas mis au cœur. Comment sécuriser nos frontières? Tous les programmes que vous avez fait, on va faire ça, mais il faut sécuriser les frontières. Quel type d'armée? Pour quel type d'enjeu? Quel type de policier? C'est pas le policier qui va s'asseoir au mitraille à 2 h du matin et la 4 bières. C'est pour défendre quel État? Nous avons des voisins prédateurs. Voilà le message que je lançais à nos compatriotes. Bonne chance à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Merci docteur, merci d'avoir partagé toute cette semaine avec moi pour le décryptage en ce qui concerne les projets de société de quelques candidats que nous avons pu avoir le temps de décrypter. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Le contrat social continue même après les élections présidentielles pour débattre, pour parler, pour discuter de ce qui concerne la société congolaise. Portez-vous bien.